grave se passait. Le grand type pâteau aux yeux pâles qui l'attendait au bord du chemin avec son chien et son fusil de chasse grelottait. « J'étais avec Bear sur un sentier. On est sorti du bois pour rejoindre les marécages, histoire de voir s'il n'y avait pas d'école vert. C'est à ce moment que Bear s'est mis à aboyer. Les 7 heures, vous savez, c'est remuant. Bear était fou. Il a disparu à l'intérieur de la ferme du vieil Higgins. Et vous l'avez suivi? Bien sûr. Et je suis ressorti aussitôt. J'ai failli vomir. » L'homme se nommait Matt Bennett. Il paraissait sérieusement éprouvé. Il se frayait un chemin dans les broussailles qui envahissaient le terrain, tout en parlant à Frémont. Sa voix tremblait. « Je vous montre, mais pas question d'entrer. J'ai mon compte. L'odeur est atroce là-dedans. » Frémont se concentrait pour le suivre, tandis qu'il s'enfonçait dans une végétation de plus en plus dense. Il y avait quelque chose de désagréable dans l'architecture de la ferme. Peut-être la façade, avec ses fenêtres comme 2 grands yeux vides qui auraient observé le monde grotesque des humains. Mais à part cette impression étrange, tout paraissait normal et silencieux. Bennett s'immobilisa d'un coup, à bonne distance, les lèvres grimaçantes comme s'il attendait un coup. Frémont l'entendait presque crier. « Je veux pas m'approcher! Je veux pas regarder ni voir !» Frémont, lui, ne pouvait s'empêcher de fixer la maison, comme si de puissantes mains invisibles le forçaient à tourner la tête tandis que le vent soufflait et que le chien gémissait. Au même instant, Bennett se mit à frissonner. Frémont s'aperçut qu'il tremblait un peu lui aussi. Il ne pouvait se défaire d'un sentiment grandissant de malaise. Cette histoire ne lui plaisait pas, mais c'était son boulot d'aller voir. Chaque pas qui l'éloignait du chasseur exigeait un effort surhumain, comme s'il avait du mal à s'arracher au sol argileux. La porte de derrière battait. Un volet claquait. Tous les voyants d'une situation anormale s'allumaient un par un. La porte principale était grande ouverte, comme si quelqu'un avait oublié de la refermer. La première chose qu'il vit, ce fut le symbole rouge au-dessus de l'entrée. Une étoile à 5 branches dans un cercle, dont le lieutenant ignorait la signification. Inspirant profondément, il sortit son arme, ôta la sécurité et jeta un bref coup d'œil derrière lui, sans vraiment savoir pourquoi. L'idée le traversa qu'il était devant l'entrée des enfers. Une fois le seuil franchi, les véritables problèmes commenceraient. À l'intérieur, il faisait noir comme dans un four. Le vent était aspiré par la porte ouverte. Il alluma sa lampe torche. D'abord, il y eut l'odeur, puissante, répugnante. Un mélange de viande carbonisée, de merde et de produits chimiques. L'impression d'avoir forcé l'arrière-cuisine du diable. Dans le living, un grand portrait de clown triste était accroché au mur, le genre de tableau kitsch qu'on trouve dans tous les vides-greniers du monde. L'intérieur était modeste, plutôt sale. Frémont se demanda d'où venait la forte odeur de brûlé. Puis il ouvrit une porte de la couleur des murs. Elle donnait sur un escalier raide qui descendait à un sous-sol maçonné en mauvais crépi. En bas, un néon resté allumé baignait le long couloir étroit d'une lumière froide. Les murs ne présentaient aucun signe d'humidité. Le cimentage était grossier, mais récent. L'installation électrique n'était pas encastrée. Elle avait été ajoutée après le gros œuvre. Des gaines flexibles conduisaient les câbles des néons aux interrupteurs de plastique gris. La première porte ouvrait sur une pièce vide. En avançant dans le couloir, Frémont découvrit sur sa gauche une seconde pièce du même format, comme une deuxième cellule. Elle avait été dévastée par un incendie avec au centre une forme noirâtre et ratatinée qu'il eut d'abord du mal à identifier avant de comprendre qu'il s'agissait d'un corps carbonisé. Le long du couloir, les portes étaient grandes ouvertes. L'odeur était insoutenable. Sur 6 cellules, seule la première et la dernière étaient vides. Les 4 autres avaient été incendiées avec au centre la même momie noirâtre comme un corps d'enfant carbonisé. C'était plus qu'un homme ne pouvait supporter. Il ferma les yeux comme pour effacer les images, mais sut tout de suite qu'il lui faudrait longtemps pour oublier, rationaliser, prendre du recul.
Des mois, peut-être plus. Dehors, le chasseur l'attendait à l'abri du vent, sous l'avancée du toit d'un hangar agricole attenant. Frémont devait autant que possible éviter de contaminer la scène du crime. Il avait appelé le central pour demander des renforts. La vision des petites momies noirâtres lui donnait la chair de poule. Son dos était trempé d'une mauvaise sueur froide. Même après toutes ces années dans la police, il était difficile d'imaginer qu'un être humain puisse en réduire un autre à l'état de momie carbonisée. Plus il y pensait, plus cela le déprimait. Quelque part, une femme avait mis au monde un enfant, l'avait soigné, aimé plus encore que sa propre existence. Le petit être avait grandi, il s'était préparé à s'élancer dans la vie qui l'attendait, à accomplir de belles choses dans le vaste monde. Mais un beau jour, l'enfant avait été capturé comme un pauvre gibier pour subir ce qu'on imaginait trop bien et pour être ensuite brûlé vif. La mort par combustion, la plus cruelle de toutes. Chapitre 2. Entièrement nu, bras et jambes écartés, le vieil homme était sanglé sur une plaque en inox incurvé souillée de sang et de matière fécale. La barbe était bien taillée et les cheveux poivre et sel soigneusement coiffés en arrière dégageaient un visage aux traits anguleux qui lui donnait un petit côté hipster. Sa bouche distendue par un écarteur révélait une molaire en or du côté inférieur droit et 3 caries soignées sur la mâchoire supérieure gauche. Dans un bac métallique, les viscères noirs de sang semblaient animer de lents mouvements de reptation. À côté, un bol avec 2 sphères gluantes dont l'une était légèrement voilée. Todd nota un début de cataracte avant de retirer d'un geste sec ses gants gluants de sang pour les rouler en boule et les jeter dans un bac qui débordait de compresses stériles. Il enfila une nouvelle paire de gants en latex et tendit la main vers la collection d'instruments chirurgicaux soigneusement rangés par ordre de taille sur une desserte roulante. Il rapprocha le cialytique, l'inclina et le positionna afin d'inspecter le pénis en pleine lumière à la recherche d'éventuelles traces de maladie vénérienne. Il n'y avait rien de notable. Les corps arrivaient jour et nuit. Chaque année, un décès sur 10 avait droit à la petite étiquette accrochée à l'orteil et donnait lieu à une autopsie. Pour faire bonne mesure, la loi imposait que toute personne décédée en détention soit examinée par un légiste. Toutes les morts subites, un SDF retrouvé sans vie sur un trottoir, un diabétique effondré dans les toilettes, un nourrisson, les homicides, les accidents, les suspicions d'erreurs médicales, des suicides aussi, beaucoup de suicides. Depuis 10 ans, leur taux avait augmenté de 24%, selon une étude de la principale agence gouvernementale de santé publique. Les véritables coupables agissaient en gang. Ils s'appelaient dépression, chômage, solitude et dictature de la performance. La drogue et l'alcoolisme n'étaient que des conséquences de ces maux plus insidieux qui rongeaient l'époque. Certains se pendaient, d'autres se jetaient du haut du Tobin Bridge. Tous étaient autopsiés. Au-delà de la recherche des causes des décès, la ville de Boston était confrontée à un véritable problème d'identification des corps. Edward Todd soupira, puis pratiqua d'un geste parfaitement maîtrisé 2 longues incisions en pointe au niveau des omoplates. Il déposa le scalpel et saisit un costotome, une espèce de gros sécateur qui lui permit de trancher les cartilages rattachant les côtes au sternum. Puis, il déboîta d'une secousse brutale la partie supérieure du thorax, un peu comme un garagiste aurait démonté le capot coincé d'une épave accidentée. Au moment où il s'apprêtait à dégager le cœur, un bourdonnement le fit sursauter. Todd émit un grognement et reposa la grosse pince sur l'abdomen velu. Il retira son gant droit pour saisir son iPhone dans la poche de sa blouse. « Je suis occupé, Bob. » 2 Polacs super mignonnes, étudiantes en droit. 20h, au Red Sky, à côté du Quincy Market. Je compte sur toi. Pas sûr que je puisse aujourd'hui. Une découpe à terminer et d'autres qui attendent au frigo. Tu découpes quoi? Un blanc, habillé normalement, retrouvé par une patrouille ce matin sur l'Enox. Pas de papier ni de fric sur lui. Qu'est-ce qu'un putain de blanc foutait la nuit sur l'Enox?
Cherche pas plus loin, le type s'est fait agresser par un gang. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.